Bien, je vous propose de commencer cette conférence qu'on a intitulée Molière et son double IA. Je me présente, je m'appelle Adrien Cornelissen, je suis journaliste notamment pour la revue AS, qui est l'acronyme de Actualité de la scénographie, qui organise les JTSE. Et ma spécialité, c'est de comprendre comment les technologies engendrent de l'impact dans le domaine de la culture et des industries culturelles et créatives. Et à ce titre-là, évidemment que depuis 2022, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu je ne sais pas si on peut l'appeler révolution, mais en tout cas, il y a eu vraiment des changements radicaux dans le domaine de la culture et des industries culturelles et créatives avec l'arrivée de l'IA, notamment de l'IA générative, et pas mal d'expérimentations, je dirais, autour de la création artistique et comment les artistes s'emparent de technologies, de modèles d'intelligence artificielle. Euh, Intelligence artificielle, c'est un mot un peu générique aujourd'hui pour parler de beaucoup de choses. Même sur notre conférence, on va quand même se mettre d'accord, on va parler d'IA générative, qui est plus restrictif et qui est un domaine encore un peu plus spécialisé, qui est peut-être celui qu'on entend quand on parle d'IA, d'intelligence artificielle. Donc j'ai le plaisir d'accueillir l'un des membres de Obvious, du collectif Obvious, Gauthier Vernier, et nous allons parler donc de Molière et son double IA. En introduction, je vais quand même donner quelques éléments de biographie. Donc collectif Obvious, c'est entre nous un peu les rockstars de l'IA, même si tu es forcément moins à l'aise que je te présente comme ça. Créé en 2017, en année numérique, ça date déjà, c'est-à-dire que c'est pas créé depuis hier. Donc 3 personnes que je vais citer. Il y a évidemment Pierre Fautrel, Hugo Cassel-Dupré et donc toi Gauthier. Vous avez créé en 2023 un laboratoire qui s'appelle Obvious Research Lab. Et on vous connaît surtout pour des expérimentations visuelles, plutôt dans les arts visuels, même si aujourd'hui c'est pas exactement le sujet qu'on va évoquer puisqu'on va parler du spectacle vivant avec Molière et son oublia. Donc je te propose, si tu veux déjà, de contextualiser peut-être tes travaux dans un premier temps et de parler peut-être du premier travail qui vous a vraiment fait connaître, Portrait de la famille de Bellamy, et de nous dire un petit peu déjà qu'est-ce qui était original sur cette démarche et comment vous aviez pensé ce projet artistique. Carrément. Bah, merci pour l'intro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Gauthier, je suis un des membres d'Obvious, trio d'artistes qui créent avec de l'intelligence artificielle. Donc en fait, nous, on a commencé en 2017, on est 3 amis d'enfance. Donc en fait, il y a un de nous qui est chercheur en intelligence artificielle, donc c'est lui qui a les connaissances techniques, donc c'est Hugo, c'est celui qui est à droite ici. En fait, on se retrouve après nos études à vouloir faire un projet créatif ensemble. On a cette envie commune de créer et on ne sait pas trop comment s'y prendre, quoi faire. On n'a pas spécialement de talent à part celui d'Hugo, du coup, de créer avec de l'IA, enfin de manier ces algorithmes d'IA. À l'époque, l'IA, elle n'est pas très accessible. Si on ne sait pas coder, si on connaît rien en machine learning, donc en maths assez poussées, on est incapable en fait de manier ces algorithmes. Donc on a la chance de l'avoir et du coup on décide suite à une espèce de découverte qu'il a faite. Donc en gros, on habitait en coloc et un soir il vient, il rentre du coup dans la coloc et il nous montre un papier de recherche qui était sorti en 2014, donc ça datait, on était en 2017. Et ce papier de recherche, il parlait des GAN, donc c'est des modèles génératifs qui s'appellent Generative Adversarial Networks. Et c'est des modèles d'IA qui permettent de générer des nouvelles images à partir d'une très grande base de données. Donc à l'époque, c'était sur des photos de chats complètement pixelisées. On leur montrait plein de photos de chats, donc 15 000 photos de chats, ils arrivaient à générer un nouveau chat. Donc on voit ça, on se dit ok, c'est intéressant. Donc évidemment, c'est pas complètement abouti, mais c'est très intéressant. Et comment on montre au monde entier que cette technologie, elle existe, qu'elle pose énormément de questions, parce que si on commence à créer avec, où est-ce qu'on se place en tant qu'artiste, quelle est la place de l'artiste dans le processus de création, qu'est-ce que ça veut dire pour l'art, et voilà. Donc on avait toutes ces questions qu'on se posait, et on a décidé de créer une première série d'œuvres d'art. Donc de portraits classiques, puisque pour nous, on était un peu, on connaissait rien à l'art, donc on était là, ok, l'art c'est les portraits classiques comme on a vu dans les livres d'histoire. Et on décide de créer une série de 11 portraits, dont un de ces portraits est celui que vous voyez à gauche, qui s'appelle Edmond de Bellamy.
On va le montrer un petit peu à gauche à droite. Il y en a un premier qui est acheté par un collectionneur français. Ensuite, il y a des retombées presse par rapport à cette acquisition. Et on est contacté par Christie's, donc une grande maison d'enchères à New York, qui nous dit j'aimerais mettre un de vos portraits aux enchères chez Christie's. En gros, eux, ils avaient cette envie de traiter du sujet de l'IA, mais ils n'avaient pas forcément le matériel pour le faire, puisque en fait, tous les gens qui créaient avec de l'IA à l'époque faisaient purement du numérique et pas du physique. Nous, la particularité, c'est on l'a imprimé, ce portrait. Ça, c'était en quelle date? Enfin, en quelle année? Ça, c'est octobre 2018, où l'œuvre est présentée aux enchères. Ça fait un résultat assez fou, puisque c'est vendu près d'un demi-million de dollars. Ça fait énormément parler. Beaucoup de gens qui réagissent très fortement à cette nouvelle. Voilà, je ne fais pas toutes les critiques, mais bon, c'est pas de l'art, c'est la fin du monde de l'art, c'est la fin des artistes. Et d'un autre côté, des gens très enthousiastes. Voilà, donc c'est un peu notre arrivée tonitruante dans le monde de l'art. Ensuite, on a enchaîné avec différentes séries. Donc, on a fait une série d'œuvres d'estampes japonaises, une série de masques africains, toujours en essayant d'avoir un fond de questionnement sur les technologies et sur l'intelligence artificielle. Typiquement, dans la série d'œuvres d'estampes japonaises, on fait un parallèle entre l'arrivée de l'électricité au Japon, qui correspond à peu près à l'époque à laquelle ces estampes étaient faites, et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre société, parce qu'on pense que ça pose à peu près les mêmes questions. C'est une technologie qui peut être vue comme une espèce de magie par certains. Il y a d'autres qui la maîtrisent, qui peuvent en profiter. Voilà, donc ça pose énormément de questions, mais c'est pas des questions qui sont complètement nouvelles, puisqu'en fait, avec chaque énorme révolution technologique, les mêmes questions se posent. Et ensuite, on a fait une série, donc la série sur les masques, elle pose la question de la divinité et de la croyance en une divinité qui serait du coup l'IA. Donc c'est quelque chose auquel on a été biberonné avec toute la science-fiction, qu'il y a cette espèce de double numérique, cette conscience surnaturelle qui est plus intelligente que nous tous. À l'époque, ça paraissait complètement lunaire. Aujourd'hui, un peu moins, puisque maintenant on a des modèles qui permettent quand même de répondre à pas mal de questions et qui sont en un sens plus intelligents que nous. Mais voilà, donc c'est des manières de questionner et on utilise l'art comme médium pour le faire, tout en essayant d'être un peu à la pointe de ce qui se fait techniquement et de montrer ça de manière artistique. Je dois dire quand même qu'en 2018, il y a autant de questionnements sur le portrait de la famille de Bellamy. C'est aussi parce qu'il y a une question qui est récurrente dans le domaine artistique, c'est de savoir si l'IA tue la créativité. Alors c'est un peu une question de non-sens, parce qu'on confond en fait le processus de réalisation avec la réalisation. C'est-à-dire que dans nos mains à tous, en ayant un modèle d'IA, on est capable de générer une image, et c'est pas ça qui fait de nous un artiste ou une artiste, c'est plutôt le processus artistique. Et ce qui est intéressant typiquement dans la démarche d'Obvious, c'est tout le questionnement et tout le process. Alors, évidemment que là, on a parlé beaucoup d'art visuel, mais vous avez dérivé toute votre réflexion aujourd'hui sur le spectacle vivant, en partant du principe que Molière, vivant, donc il est mort en 1673, s'il était toujours vivant, qu'est-ce qu'il pourrait écrire? Une question qui est de la prospective, du design fiction quelque part, mais qui est aujourd'hui permis par ces algorithmes. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer cette transition des arts visuels sur une réflexion autour du spectacle vivant et de la figure de Molière? Ouais, avec plaisir. Du coup, cette transition pour nous, donc déjà, elle vient d'une rencontre avec le théâtre Molière Sorbonne. Donc en fait, c'est une troupe de théâtre au sein de la Sorbonne, donc Sorbonne Université, qui fait du théâtre historiquement informé. Donc en fait, ils jouent des pièces de Molière comme à l'époque pour essayer d'en apprendre plus sur la manière dont ces pièces étaient jouées. Donc en fait, ils font une espèce de laboratoire vivant, ils expérimentent, ils font les pièces, ils disent ah en fait, c'était pas possible que ça se passe comme ça, donc ça devait être comme ça. Voilà, donc un groupe de passionnés avec lequel on a pas mal accroché. Nous, en fait, on a des relations avec Sorbonne Université parce qu'on a un laboratoire de recherche avec eux qu'on a fondé en 2023. Donc, en fait, on a été pas mal présents dans leurs locaux. On les connaît bien. On bosse pas mal avec leurs chercheurs aussi. Donc, c'est une rencontre qui est née de ça. Et en gros, pour nous, il y avait un vrai intérêt de passer de l'art purement visuel au spectacle vivant, parce que le spectacle vivant, c'est un art total. Ça combine le visuel, parce qu'il y a, il y a une création au niveau des décors, des costumes. Ça combine aussi la littérature, puisqu'il y a l'écriture de la pièce, et la musique. Il y a des parties musicales aussi, la danse. Enfin voilà, il y a vraiment... C'est un peu un mélange de toutes les formes d'art qui, pour nous, est
c'est intéressant de s'approcher de ça et de voir ce qu'on peut faire avec les algorithmes d'aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, les algorithmes, ils servent pas seulement à générer de l'image aujourd'hui, ils sont aussi capables de générer du son, du texte, avec les modèles de langage. Voilà, on peut vraiment traiter toutes ces variables-là. Et la question, c'était, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la connaissance de ces gens-là sur Molière et nos connaissances techniques et artistiques en essayant de créer quelque chose. Et un point, je pense, qui est intéressant de mentionner, c'est que l'intelligence artificielle, ça permet, donc certes, de rendre la création presque automatisable. Voilà, donc on peut générer des images. Typiquement, aujourd'hui, dans la rue, on voit des affiches de marketing. Derrière, il n'y a plus vraiment de graphistes qui les ont travaillés pendant des mois. C'est généré avec de l'IA. Donc ça permet d'accélérer une forme de création, mais ça permet aussi de faire naître des nouvelles formes de création qui n'étaient pas possibles à faire avant, notamment la création collective. Donc nous, comme on a présenté, en fait, on est 3 dans le collectif. C'est très difficile de peindre à 3 sur une œuvre et de s'entendre sur ce qui devrait arriver dessus. L'avantage de travailler avec ces modèles-là, c'est que tout se fait en amont. Donc en fait, on va sélectionner les données, sélectionner les paramètres, sélectionner le modèle, voire développer le modèle qu'on va utiliser. Et tout ça, c'est des décisions qui peuvent être prises de manière collégiale. Ensuite, on va entraîner l'algorithme pour arriver à un résultat. Et ensuite, il y a toute une phase d'aller-retour. Donc en fait, on va analyser ce résultat, on va dire est-ce qu'il est assez bien, et s'il n'est pas assez bien, donc on peut l'analyser en groupe et renvoyer une nouvelle version modifiée. Et en fait, ça, c'est une manière de créer en équipe qui est assez puissante. Et du coup, ça nous a permis de travailler, nous, avec nos connaissances, mais aussi avec des gens qui ont des connaissances de Molière. On travaille avec les meilleurs experts de Molière de la Sorbonne et qui peuvent infuser toutes leurs connaissances dans cette pièce-là pour faire quelque chose qui véritablement aurait pu être la pièce que Molière a créée après sa mort. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect technique. Alors quand même, je fais un petit écart parce que c'est vrai que si à certains endroits, les modèles d'IA permettent d'accélérer la création, comme tu l'as dit, le processus créatif prend toujours du temps. Donc il y a quand même un mythe qu'il faut peut-être penser autrement. La promesse de l'accélération ou de la productivité, elle ne s'applique pas toujours dans le domaine des industries culturelles et créatives et pas toujours dans le domaine de la création. Ça prend du temps de penser, d'avoir ce processus, ce cheminement intellectuel et artistique. Je reviens sur la pièce que vous avez créée. Vous l'avez appelée L'astrologue ou les faux présages. Alors, est-ce que tu peux, c'est un titre qui est assez énigmatique, est-ce que tu peux nous raconter ce projet de l'astrologue ou les faux présages? Ouais, carrément. Et je pense que ça illustre bien le propos. Donc en fait, ça part d'un choix humain, en fait. Donc le choix de faire une pièce qui va traiter de l'astrologie, c'est un choix qui a été fait par nous et par du coup les experts de Molière. En fait, il connaissait le contenu de sa bibliothèque, il savait du coup les pièces qui l'inspiraient. Il savait voilà, son processus de création, donc notamment il s'inspirait beaucoup de pièces espagnoles pour ensuite créer ses pièces. Il savait aussi qu'il aimait bien tester des personnages avant de faire une pièce dédiée à ces personnages-là. Et en fait, tous ces éléments, ils montrent que s'il avait écrit une pièce de plus, ça aurait sûrement été sur le thème de l'astrologie. Et donc le premier prompt qu'on a mis dans l'IA, c'est écris-moi le résumé d'une pièce qui parle d'astrologie. On trouvait ça aussi intéressant de faire cette pièce parce qu'il y a un parallèle assez évident aujourd'hui avec c'est une critique d'une pseudo-science. Aujourd'hui avec l'IA, il y a quand même une espèce de nuage de fumée autour de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas. Donc on trouvait ça intéressant de traiter de ce sujet-là pour parler d'IA, puisque c'est ce qu'on aime faire. Donc voilà, il y a un peu tous les points qui convergeaient et du coup on a décidé ensemble de se poser cette question et de commencer la création de cette pièce. Et voilà, et comme on va l'expliquer, c'est pas simplement appuyer sur un bouton, quoi. Alors, avant de parler de la pièce, on reviendra tout à l'heure sur la forme et puis la manière dont vous avez développé peut-être cette narration. Est-ce que tu peux nous raconter la manière dont vous avez fabriqué cette œuvre et notamment sur cette question du dataset? Donc, il faut 3 choses pour générer un texte, une image ou quelque chose. Il faut évidemment un modèle, il faut des données et il faut une puissance de calcul. En l'occurrence, sur les données, sur quoi vous avez, comment vous avez constitué votre dataset, puisqu'on l'appelle comme ça, est-ce que c'est sur les nouvelles de Molière, les œuvres de Molière ou sur d'autres choses? Ouais, alors il y a 4 chantiers. Donc il y a le chantier de l'écriture de la pièce, celui de la création des décors, des costumes et de la musique.
Pour ces 4 chantiers, c'est un algorithme différent, c'est des données différentes. Donc à chaque fois, en fait, il y a une réponse différente. Sur la partie purement littéraire, parce que je pense que c'est la plus centrale dans la pièce, en fait, on a la chance donc d'avoir dans le Théâtre Molière Sorbonne une personne qui a réuni tous les textes de Molière et qui les a synthétisés, analysés. Donc en fait, on avait ce corpus de textes. On a entraîné des modèles, donc des modèles de Mistral qu'on a fine-tuné. Donc en fait, c'est des modèles qui sont déjà entraînés sur un très grand nombre de données qui fonctionnent. Et en fait, on va les spécialiser en les réentraînant avec un jeu de données qui est très concis et très précis. Donc en général, c'est comme ça qu'on utilise ces algorithmes-là, parce que entraîner des modèles de langage, c'est des puissances de calcul qui sont assez importantes et auxquelles on n'a pas accès pour le coup. Est-ce que peut-être on peut dire ce qu'est une puissance de calcul et puis Ouais, bah, de préciser? bah, ouais, en gros, la puissance de calcul, c'est des GPU, donc des cartes graphiques qui tournent avec une certaine puissance et en fait on peut paralléliser, donc on peut faire tourner disons 20 GPU pendant tant de temps, ça va permettre d'entraîner un certain modèle. Ça peut être voilà pendant un certain temps. Si nous avec notre puissance de calcul on devait entraîner un modèle de langage, ça nous prendrait on va dire 40 ans, donc voilà, on verra peut-être C'est pas une le résultat. précision qui est importante parce que j'aimerais aussi que quand on voit ce genre de projet, qu'on arrive à se dire, mais est-ce que je suis en capacité, moi, avec mon matériel, de produire ce genre de génération? Et la réalité, c'est que bah, c'est compliqué quand on n'a pas forcément cette puissance de calcul. On peut avoir la méthodologie, mais pour le reste, il faut quand même pouvoir avoir cette puissance de calcul pour générer des choses. Ouais, et alors là, il s'avère que pas forcément, puisque donc on a testé cette technique, du coup d'entraîner, de surentraîner en quelque sorte ces modèles, et il se trouve que les résultats n'étaient pas forcément concluants. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le modèle de base, et en fait, on va le nourrir à chaque fois avec des prompts beaucoup plus précis. Donc par exemple, on va lui dire, pour cette scène, je veux que tu t'inspires de telle scène, telle scène, telle scène qui ressemble. Pour ce personnage-là, je veux que tu t'entraînes sur ce personnage-là. Donc en fait, on va lui donner directement dans le prompt plein d'exemples de prompts. Et donc en fait, le modèle qu'on utilise au final, c'est le modèle auquel tout le monde a accès pour cette partie-là. Donc en fait, il y a aussi des moyens dérivés, et il y a aussi des moments où la technique, bah, c'est même avec voilà, le truc logique d'entraîner le modèle, bah, parfois ça fonctionne pas, et on doit se rabattre sur des solutions qui fonctionnent mieux, quoi. Donc en vrai, ça illustre bien aussi le, euh, le truc, c'est qu'en fait on va être vraiment focus sur le résultat. Et par exemple, nous, on pense qu'avec des outils comme Midjourney, des choses auxquelles tout le monde a accès, on peut être artiste, puisque ce qui marche, c'est ce qui marche pour la personne qui crée. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être toujours à la pointe de la technologie pour proposer quelque chose qui est intéressant artistiquement. Et en l'occurrence, voilà, avec une bonne idée, avec une bonne approche et beaucoup de détermination, on peut faire une carrière artistique sur un outil qui est accessible à tout le monde. Parce Ouais. qu'après tout, voilà, un pinceau et un canevas, c'est achetable partout et c'est accessible partout, quoi. Je saisis la balle au vol puisque tu parles de ces modèles propriétaires. Il y a deux logiques, hein, des modèles propriétaires. On doit acheter quelque part cet accès. Donc c'est des modèles qui fonctionnent souvent sur du freemium, mais avec des caractéristiques qui sont augmentées sur une base premium, comme ChatGPT l'est par exemple ou Midjourney. Est-ce que aujourd'hui tu penses que on est en capacité, à travers ces modèles propriétaires, de faire des choses sur mesure? Là, on est dans le cadre des JTSE, où on a souvent de l'événementiel, des événements artistiques qui cherchent justement la particularité ou des choses qui sont euh, très, euh, très fines. Est-ce que tu penses qu'avec des modèles, comme tu as pu citer, ou les modèles propriétaires, on peut faire des choses qui sont très fines, très adaptées, très spécifiques? Alors non, c'est là la limite, c'est que voilà, ça va permettre de faire des choses qui vont être artistiques. Donc en fait, on va pouvoir exprimer un propos, exprimer une idée avec ces modèles-là. Par contre, si on veut un résultat, disons, qui est très précis, et je pense que c'est souvent un peu ça. Voilà, il y a un espèce de brief et on veut arriver à un résultat proche. Bah, là, il faut forcément mettre un peu les mains dans le code et dans l'entraînement de l'algorithme et dans les paramètres. Je pense que par exemple, ce qu'on a fait pour les costumes, c'est un bon exemple de ça. Donc ça, par exemple, c'est des costumes, c'est des dessins de costumes d'Henri Gissé, du coup qu'il a dessiné. Donc c'est le dessinateur du roi, et c'est sûrement lui qui aurait dessiné les costumes pour la pièce de Molière. Euh, et
Voilà, donc par exemple, là, ce que vous voyez à gauche, c'est le costume d'un astrologue quand on lui demande entraîner avec des modèles classiques, donc Midjourney, auxquels tout le monde a accès. Donc ça, il y a une espèce d'esthétique un peu 3D, un peu dessin animé, dont on a beaucoup de mal à se séparer. Toujours un peu jaunâtre. Toujours un peu jaunâtre, ouais. Donc ça c'est vraiment c'est un peu le truc classique de Midjourney. Même on voit qu'il y a des petits crocs sur les bottes, il y a des trucs, enfin il y a des trucs vraiment bizarres et historiquement bah ça fonctionne pas. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné un modèle sur ces dessins-là. Donc en fait, on a sélectionné une cinquantaine de dessins qui étaient très précis, on les a bien cadrés, bien décrits, parce qu'en fait, les modèles sont entraînés sur des alliances de texte et d'images. Donc en fait, à chaque fois, on a fait une description très précise de ce qu'il y avait sur l'image. On entraîne sur ces paires de données. Et là, vous pouvez voir du coup au milieu de l'entraînement, on arrive à quelque chose comme au milieu ici. Et à la fin de l'entraînement, on arrive à quelque chose comme à droite, donc qui est bien plus proche historiquement du résultat qu'on cherche à obtenir. Donc là, typiquement, donc ça s'appelle un LoRa, donc c'est un entraînement visuel supplémentaire sur un algorithme de génération d'images. Et c'est un des exemples où typiquement on doit aller mettre la main, développer quelque chose nous-mêmes pour arriver à un résultat qui est plus proche. Et ça, en fait, on le fait dans toute notre pratique. En général, quand nous on crée nos œuvres ou on a fait des expériences immersives, des choses comme ça, on va toujours devoir créer ces choses-là parce que les outils aujourd'hui ont certaines limites qui, pour pas mal de gens, fonctionnent largement. Je veux dire, pour une équipe marketing, par exemple, pour faire un mood board, transmettre une idée, ça fonctionne très très bien et c'est un outil super puissant. Mais quand on veut voilà, créer une série d'œuvres finales ou faire une expérience immersive, par exemple, on a fait une expérience où on parle dans un micro et ça génère en live ce qu'on dit dans le micro. Pour ce genre de choses, il faut forcément aller changer un peu la partie technique et jouer avec ça pour arriver à un résultat qui nous intéresse. Est-ce que tu as parlé des différents chantiers, donc l'écriture, les costumes, la scénographie, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça? Ouais, la scéno. Juste avant, je termine sur les costumes vite fait. Mais en gros, ça, par exemple, c'est un exemple des limites des algorithmes. Donc il y a des choses qu'ils ne comprennent pas forcément non plus. Typiquement, frogging, c'est une sorte de dorure qui était présente à l'époque. Et quand on lui a dit de générer un truc avec des frogging, il a commencé à mettre des grenouilles partout sur les astrologues. Parce qu'on essayait de générer un costume d'astrologue. Et ça, c'est le costume final qui a été sélectionné du coup par nous et les experts de Molière pour le costume de l'astrologue. Et ensuite, il est cousu à la main du coup par une équipe qui coud à la main, donc comme à l'époque, donc sans machine à coudre, avec les matériaux de l'époque. Et donc à droite, c'est le costume terminé de l'astrologue qui est présenté en ce moment à la Biennale Nemo. Pardon pour la petite parenthèse. Et, et du coup, on arrive sur la création des décors. Donc, il y a un autre chantier et la technique, c'est exactement la même. C'est pareil, l'entraînement d'un LoRa sur les dessins du coup de différentes scènes. Et ensuite, donc ça, c'est le truc provisoire qu'on a obtenu. Donc, on est encore en train de le terminer. Et ensuite, c'est peint à la main par les personnes du coup qui ont l'habitude de peindre des décors monumentaux avec des espèces d'effets de perspective. C'est assez impressionnant. Donc en fait, ils ont besoin d'énormes hangars parce ils sont en fait sur le plafond, ils les mettent à plat et ils vont les peindre voilà, pour pouvoir avoir du recul et cette espèce d'effet de perspective. Donc voilà, donc on crée aussi, c'est un des autres gros chantiers, on crée les décors de cette pièce. Il y a la machinerie, il y a des trucs, enfin voilà, il y a beaucoup de composantes qu'on découvre. Comment vous avez fait sur la question du dataset? Je reviens sur ça, mais c'est important aussi pour préserver quelque part une garantie scientifique, une caution scientifique. Peut-être sur le texte, c'est plus simple à modéliser. On sait que notamment sur les large language models, c'est plus facile d'avoir du texte. Sur l'image, comment vous faites pour avoir cette caution scientifique et puis aussi cette profondeur du dataset qui va vous permettre ensuite de générer suffisamment des nouvelles images? Bah, une fois de plus, c'est là qu'on a la chance d'avoir du coup les experts
de Molière, du théâtre Molière-Sorbonne qui travaille avec nous, c'est que nous, en fait, notre approche de base, ça aurait été simplement de prendre les décors des pièces de Molière et d'entraîner là-dessus. Et en fait, l'approche plus logique, si on veut vraiment produire des décors, c'est d'aller chercher du coup les dessins. Et eux savent, en gros, à la BNF, où sont les dessins des dessinateurs qui ont dessiné du coup les pièces enfin les décors de Molière. Et c'est là qu'en fait leur expertise, elle est cruciale. C'est dans la sélection des données. Ensuite, là, il suffit en fait d'une trentaine d'images pour entraîner un modèle. Donc, il n'y a pas forcément de gros problèmes voilà, on doit avoir des centaines d'images. Il faut simplement 30 bons exemples très bien sélectionnés et on arrive à une création qui respecte ces trucs-là. Donc, c'est vraiment un truc de connaissance que nous, on n'avait pas et que eux nous ont apporté. Et c'est là que la collaboration, elle prend tant de sens. Et ça montre une fois de plus que c'est vraiment c'est un projet qui vise, donc certes ça utilise l'IA, mais ça vise quand même à montrer que l'humain doit rester au centre de la création. Déjà parce qu'il met en valeur des techniques de production traditionnelles, donc en fait on travaille main dans la main avec des artisans qui ont des techniques qui développent qui existent depuis des centaines d'années. Et parce que voilà, à chaque étape de création, l'humain a une influence énorme et sur la sélection du process. Ici, par exemple, donc le choix de passer par les dessins et sur la sélection très précise des données qui vont avoir une influence directe sur la création finale. Et au moment de créer du coup, le dessin final, il y a un choix de tous les éléments qui vont se retrouver sur ce dessin. Et ce choix, il est purement humain. On va dire, on va prompter en disant voilà, je veux qu'il y ait des colonnes, je veux qu'il y ait un plafond qui est comme ça, une tapisserie au fond. Tout ça, c'est des choix qui sont pas purement générés par la machine. Et vraiment, le but de cette pièce, c'est de montrer que l'IA, c'est un outil, c'est pas un espèce de truc magique qui crée tout seul et on lui dit fais-moi une pièce et il la crée tout seul, quoi. Euh, Évidemment qu'on parle de Molière, alors c'est une personne qui est décédée depuis longtemps, donc on est peut-être moins attaché aussi on va dire, à des enjeux éthiques autour de la préservation de l'image de Molière, quoique évidemment que ça fait partie du patrimoine, mais si c'était une personne qui était décédée depuis un peu plus récemment, ça poserait quand même des enjeux qui sont tout autres, et notamment sur des enjeux peut-être un petit peu tricky de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de faire un clone, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu morbide, comment vous assurez en fait vous aussi par rapport à cette question du clonage visuel, même si c'est pas tout à fait ce que vous faites, euh, un, ouais, une garantie éthique et peut-être aussi dans la médiation avec les publics, comment vous expliquez que le but c'est pas de recréer Molière, mais de créer quelque chose de différent. Ouais, c'est exactement ça. Donc nous, on sait qu'on est sur un sujet qui est à la fois OK parce que c'est libre de droit et ça fait un moment, mais en même temps c'est un monument et qui touche tout le monde. Tout le monde connaît les créations de Molière. C'est selon nous un bon moyen de poser ce genre de questions parce que c'est vrai que si on est sur d'autres sujets, donc typiquement aujourd'hui il y a des boîtes aux States qui proposent d'entraîner un LLM sur une personne récemment décédée pour aider ses proches au deuil, donc qu'ils puissent continuer de discuter avec cette personne, enfin avec un modèle qui imite cette personne. Ça pose des vraies questions éthiques sur le choix de la personne, un peu voilà, est-ce que ça ne déforme pas la vie de la personne elle-même, l'héritage de la personne. Donc je pense que c'est important de poser ces questions. Nous, notre approche ici, c'est pas de dire qu'on a créé la nouvelle pièce de Molière, c'est de dire, voilà, on est très transparent sur le process. On ne dit pas la nouvelle pièce de Molière générée avec de l'IA. On ne dit pas qu'on a retrouvé la pièce de Molière ou quoi que ce soit. On dit que voilà, on essaie de s'approcher avec une démarche historiquement informée, avec les meilleurs experts techniques, artistiques et qui connaissent, de connaissances de Molière, de quelque chose qu'il aurait pu écrire. Donc je pense qu'il faut être très clair sur ce process-là. Et à partir du moment où on commence à essayer de tromper le public avec ces outils-là, c'est là que ça peut devenir très dangereux parce que les gens pourraient effectivement attribuer ça à ok, c'est peut-être une pièce qu'ils ont retrouvée de Molière, c'est peut-être Molière qui l'a créée. Donc il y a vraiment, comme tu dis, une importance de faire de la médiation et vraiment d'expliquer le process et la démarche. Donc pour ça, notamment donc la pièce, il y a une grosse dimension universitaire. Donc en fait, ça va être beaucoup joué devant des élèves. On prévoit beaucoup de séances avec des élèves. Il y a une part de médiation aussi où on travaille avec Ask Mona, donc qui fait des bots avec lesquels on peut échanger et poser des questions.
Et du coup, ils vont faire donc on va travailler avec eux pour que les gens puissent poser des questions sur la manière dont est créée la pièce, comment interagissent les personnages, quel était le processus de création de Molière, quelles ont été les données qui ont été utilisées. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque et qui est malheureusement le risque qui va avec ce côté essayer de faire un projet impactant, c'est qu'il peut aussi être mal interprété, ça va forcément choquer certaines personnes et c'est aussi, voilà, on s'en cache pas, c'est aussi quelque chose qu'on cherche à faire parce que selon nous c'est aussi l'intérêt de notre travail, c'est de poser des questions et c'est d'aller un peu secouer les gens avant que il soit trop tard et que ce soit quelque chose qui existe dans notre société et qui est plus imposé par des boîtes que questionné par des artistes, quoi. Je remarque que les questionnements que tu poses, en tout cas sur les enjeux de transparence, sont particulièrement vifs dans le domaine de la musique, du secteur musical, où aujourd'hui il y a vraiment des enjeux de création, notamment à partir des catalogues, des plateformes de streaming, et une vraie demande de la part des artistes, des labels et des consommateurs évidemment sur ces enjeux de transparence. Quoique on voit quand même que le travail final n'est pas du tout numérique. On ne voit pas forcément cette dimension numérique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la matérialisation et comment va se présenter ce travail final? Ouais, alors ça sera sous la forme du coup d'une pièce de théâtre qui sera jouée par la troupe du théâtre Molière-Sorbonne. Donc c'est assez spécial quand on va le voir. C'est joué avec l'accent de l'époque. Voilà, tout est comme à l'époque. Donc c'est un espèce de voyage dans le temps. Pour avoir expérimenté le truc, c'est assez marrant. Et là, du coup, le principe, c'est que ça va être un voyage dans un passé alternatif. Donc, c'est une autre chose qui est permise par l'IA, c'est de nous faire voyager dans un passé qui n'a pas réellement existé. Dans une uchronie, un passé dans lequel Molière aurait eu le temps d'écrire cette dernière pièce. Donc, elle sera jouée à l'Opéra Royal de Versailles en mai 2026. Ensuite, le but, c'est de faire une tournée pour qu'elle soit montrée. Donc là, ça sera une représentation privée, parce que c'est une pièce qui fonctionne sur un système de mécénat. C'est des gens qui ont donné pour ce projet. Et ensuite, le but, c'est que ce soit joué dans des théâtres un peu partout en France, pour que ça puisse être vu par un maximum de personnes. On espère aussi faire peut-être un documentaire ou peut-être un livre autour de ce projet pour raconter un peu les coulisses de la pièce. Mais voilà, ça prend la forme d'une pièce plutôt classique au final. Est-ce que ça change quelque chose de présenter cette pièce? Donc ça sera au mois de mai, tu le disais. Est-ce que pour les techniciennes, régisseuses et régisseurs du château de Versailles, ça change quelque chose de présenter cette pièce, ou c'est comme une pièce, comme n'importe quelle pièce? Je dirais que pour eux, c'est un peu comme n'importe quelle pièce. En fait, le processus de création est très différent, mais la finalité, c'est une pièce de théâtre avec des décors qui ressemblent énormément aux décors classiques. Les costumes, pareil, la musique, pareil. Donc, je pense pas qu'il y ait de gros changements pour les techniciens. Le changement, il va plus être vraiment sur le processus de création. Donc, a priori, pas de gros changements là-dessus. Ouais, je me permets de faire une mention sur une conférence qu'il y aura demain, que j'aurai le plaisir de modérer, qui s'appelle l'IA bouleverse-t-elle la dimension live, le live. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie différence entre la production au moment de la création, l'usage des outils IA au moment de la création, et la dimension live. Il y a vraiment aussi tout un aspect technique qui n'est pas encore complètement résolu, sur des enjeux de latence, par exemple, de génération de texte ou d'images en live, qui sont assez différents de ce que vous proposez, même si je sais que vous développez aussi des logiciels, ce type de modèle. Peut-être que tu peux nous parler justement de ces logiciels alternatifs que vous développez en dehors de Molière. Ouais, bien sûr. Ouais, donc là, en fait, donc là, on est très centré. Donc nous, dans notre production artistique, on essaie toujours d'avoir un résultat qui est assez proche de quelque chose qui a l'air assez ancien, qui se fait avec des techniques traditionnelles, donc quelque chose de traditionnel. Puisque en fait, on aime que les gens aient quelque chose auquel se rattacher, donc un moyen de comparaison, de pouvoir dire, ok, ça c'est généré avec de l'IA. Au moins, je vois la comparaison. Donc quand j'ai un portrait généré avec de l'IA qui est peint ou imprimé sur toile dans un cadre en or, on a un meilleur moyen de comparer avec quelque chose qu'on connaît. Donc ça, c'est sur notre production artistique. Et on fait aussi des choses qui sont très différentes, puisque très poussées de l'autre côté. Donc on va chercher à, donc par exemple, faire des expériences immersives, donc ils vont plus mettre en valeur le côté technique et ce que peut faire l'IA pour de la scénographie, pour de l'expérience live, de l'immersion.
Donc on a développé donc, sur la base de ComfyUI, qui est un algorithme qui permet de faire de la génération d'images. En fait, on l'a optimisé pour qu'il génère 50 images par seconde. Donc en fait, au lieu de faire de la génération d'images, il va faire une espèce de génération de vidéos en continu. Donc il va générer plein d'images successives, mais avec une espèce de cohérence spatiale, donc ce qui va permettre d'avoir une espèce de vidéo qui s'arrête jamais. Et du coup, on a développé un système dans lequel on peut prompter, donc on peut dire ce qu'on veut voir apparaître. On peut dire, voilà, je veux un chien sur la plage, ça va faire un chien sur la plage qui va jamais s'arrêter et qui se répétera jamais, puisque chaque image est générée sur le moment et entièrement nouvelle. Sur cet algorithme-là, on peut mettre la brique qu'on a montrée là, donc qui est la brique de spécialisation visuelle, en quelque sorte. Donc en fait, on peut développer un style sur la base d'une cinquantaine d'images qu'on va générer. On peut dire, bah voilà, je veux que tu me génères uniquement dans ce style-là. Et donc en fait, on arrive à la fin à une espèce d'expérience visuelle qui est centrée sur un style, donc qui permet de montrer un univers, mais sur lequel les gens peuvent avoir le contrôle. Donc soit donc on l'a fait avec des micros, ou alors on peut scanner un QR code et on tape un prompt et ça génère en live. Et donc voilà, donc pour nous, c'est l'IA, donc ça permet certes de questionner en restant dans un schéma un petit peu classique, mais questionner le fond des questions, mais ça permet aussi, purement avec la technique, d'amener des nouvelles expériences qui aujourd'hui n'existent pas. Donc en fait, on peut imaginer demain que à des concerts, on puisse faire participer le public, donc qu'ils puissent prompter et voir créer ce qui s'affiche directement derrière le DJ. On peut aussi imaginer un système de live où voilà, un chanteur va faire une performance et en fonction des paroles, ça génère en direct ce qui est derrière lui. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. On a fait de la lecture immersive aussi, donc avec des auteurs qui viennent lire des extraits de leurs livres, et nous on va générer en live des créations derrière eux. Voilà, il y a tout un univers qui se dessine à partir du moment où on arrive à passer de une création qui prend 10 secondes, aujourd'hui ça prend à peu près 10 secondes de faire une image, à une création qui est instantanée. On a peut-être des personnes qui travaillent dans les services techniques ou en tant que scénographe. Est-ce que tu peux dire comment, si ces personnes-là sont intéressées par ces modèles que vous développez, comment on peut les trouver, ces modèles? Est-ce que c'est des modèles qui sont payants? Est-ce qu'ils sont téléchargeables? Est-ce qu'on peut les voir sur votre site? Alors nous on les a développés, donc c'est pas payant, c'est pas téléchargeable, c'est vraiment des modèles qu'on a fait quoi. Aujourd'hui, comment ça marche, c'est qu'on a en gros on a un ordi qu'on trimballe dans une valise, on le pose à des endroits, on le branche à un écran et on met le système en place. On vient de développer la version cloud. Donc en gros, on n'a plus besoin d'avoir l'ordi, c'est un lien internet, on met en ligne une session dans laquelle ça fait tourner un GPU qui est ailleurs que chez nous, et ça permet de faire tourner le système. Donc aujourd'hui, en soi, c'est simplement... après, moi, je connais pas très bien tout ce côté technique, mais en régie, c'est vraiment un lien avec une bonne connexion Internet. Et on diffuse ça sur des écrans, ça peut être projeté, ça peut être sur des écrans LED, et voilà, c'est à peu près ça. Quand on a discuté tout à l'heure, on était un petit peu ensemble et puis on a pris le temps d'envisager différents enjeux autour de l'IA. Il y en a un évidemment qui est souvent très difficile à re-questionner une fois qu'on a déroulé tout ça, mais je suis obligé de te poser cette question quand même de l'impact environnemental et comment on trouve en fait son point d'équilibre, parce que les structures aujourd'hui sont vraiment prises en étau, je trouve, entre la transition écologique et la transition numérique. Et c'est pas évident de concilier les deux, encore plus aujourd'hui avec des modèles qui peuvent être très énergivores. Est-ce qu'il y a des solutions déjà alternatives et est-ce qu'on peut jouer en tant qu'artiste sur son écosystème de production, sur certains critères et sur d'autres? Alors il y a un énorme problème que tu viens de décrire, qui est voilà, ça clairement on se dirige vers quelque chose qui fonctionne pas, puisque bah, on est en train d'augmenter la consommation d'électricité, voilà, d'eau, à cause des data centers qui supportent ces trucs-là, et de manière vraiment exponentielle. Donc c'est assez effrayant en soi quand on est dedans. Je pense que ce qui est intéressant de noter dans ce truc-là, c'est que l'entraînement d'un modèle, c'est assez minime dans ce bilan-là. Entraîner un modèle, ça va être voilà, faire tourner des GPU pendant un certain temps sur un certain nombre de données. Et en fait, ce qui va rentrer en compte ici, c'est le nombre de paramètres du modèle qui va
changer drastiquement le temps d'entraînement, mais en fait, quand on entraîne un modèle, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan par rapport à quand on utilise un modèle en masse. Donc en fait, quand le vrai problème, il vient de la mise à disposition de ces modèles à tout le monde. Et en fait, le fait que, au lieu de faire des requêtes internet, où maintenant en fait on fasse des requêtes à ChatGPT et on discute avec lui. Voilà, si une personne le fait, ça n'a pas beaucoup d'impact. Si chacun le fait, c'est comme si on avait toujours un truc allumé chez soi. Donc une consommation constante d'énergie. Donc en fait, c'est une vraie question et qui est plus éthique. C'est est-ce que c'est une bonne chose que chacun ait accès à ce modèle, parce qu'il y a aussi ça nous donne un certain pouvoir, une certaine liberté de pouvoir prompter, avoir accès à la connaissance de cette manière, pouvoir développer. C'est un outil formidable pour faire des recherches, pour se former à un outil, pour comprendre des choses techniques qu'on ne comprenait pas. Mais d'un autre côté, ça a un énorme impact quand tout le monde l'utilise en même temps. En fait. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'est une bonne chose qu'on ait tous accès à ça, ou est-ce que ça l'est pas, quoi. Question, peut-être qu'on va pas pouvoir y répondre maintenant, mais en tout cas c'est une Certainement pas. question essentielle. Je remarque tout de même que sur la question, parce que tu parlais tout à l'heure des paramètres, ça c'est vraiment lié au type de modèle que vous utilisez. Les grands modèles de langage type ChatGPT par exemple utilisent des milliards de paramètres, donc ça va donner beaucoup d'inférences. C'est forcément beaucoup plus de calculs nécessaires pour générer votre image ou votre texte. Il y a des modèles aujourd'hui qui sont alternatifs, qui ont beaucoup moins de paramètres, qui sont tout aussi efficaces. Et qu'on retrouve en fait à la fois pour la génération de texte, d'images, de sons. Donc c'est pas forcément. Je dirais qu'il faut aussi distinguer dans le domaine de l'intelligence artificielle les différents modèles. Typiquement, ce qui est créé au sein de l'IRCAM est très intéressant parce que c'est pas forcément les fameux LLM. C'est des modèles qui utilisent beaucoup moins de paramètres et qui sont de fait beaucoup moins énergivores et beaucoup moins impactants. Je vais vous proposer en fait de poser des questions à Gauthier pour la fin de la conférence. Et je te remercie tout particulièrement, Gauthier, de la clarté et la précision de tes questions, de tes réponses. Avec plaisir. Merci. Oui, bonjour et merci, c'était vraiment très très intéressant. Donc moi je me présente, je suis comédienne et metteur en scène. Et là où j'étais un peu sur ma faim, c'est pour la partie écriture du texte. Donc j'ai plusieurs questions. Enfin, j'ai noté que vous quadriez chaque fois par des allers-retours vis-à-vis du texte. Je voudrais savoir si, dans le jeu de données, de consignes que vous avez donné en entrée, est-ce que vous avez donné la liste de personnages, le nom des personnages, les caractères des personnages? Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est, j'ai noté donc les allers-retours, mais est-ce que tout le résultat, ça n'a été écrit que par l'IA, ou est-ce qu'il y a eu des reprises à la main, des dialogues ou des choses de ce type-là après? Voilà. Très bonne question, parce que c'est vrai qu'on est passé un peu vite dessus. Donc pour la partie création du texte, donc, on a commencé par faire une création d'un résumé du texte, d'un résumé de la pièce. Donc en fait, c'est une pièce en un acte, une comédie, donc il y a 16 scènes. Et dans chacune de ces scènes, ça va décrire quels sont les personnages et comment ils interagissent. Donc, typiquement, la première scène, il y a l'astrologue et le père, et c'est une conversation autour de ça. Voilà, donc ça permet de garder une cohérence de la pièce, parce qu'ensuite, quand on va chercher à générer les dialogues, si on essaie de générer tous les dialogues d'un coup, en fait, l'algorithme n'a pas assez de mémoire pour se rappeler des implications de ce qu'il y avait au début. Donc, on a besoin un peu de cette trame générale. Donc ça, on en est à la version 15 du résumé, donc qui enfin est finalisée. Mais voilà, donc le résumé de la pièce est terminé. Et une fois qu'on a ça, on va rentrer dans la création des dialogues. Pour générer ce résumé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des pièces de Molière et on a demandé à des algorithmes de les résumer de la même manière pour qu'on ait des pièces du même format. Et ensuite, on s'est inspiré de ça pour générer le résumé. Sur la création des dialogues, donc, on donne le résumé de la scène à l'algorithme. Donc il sait que voilà, il y a tel personnage, ils sont censés faire telle chose. Et ensuite, on va lui donner des scènes similaires. Donc on va lui dire, par exemple, dans le Malade imaginaire, il y a cette scène-là qui ressemble un peu. Dans une autre pièce, il y a cette scène-là, etc. Et ensuite, une fois qu'on a ça va générer une première version. Cette première version, soit on est satisfait et on se dit, OK, on va partir de ça pour la travailler, soit on la jette et on recommence.
Une fois qu'on a ça, on rentre dans le détail, donc on va dire en fait cette réplique, il y a des anachronismes, donc ça n'existait pas à l'époque, c'est pas possible. Ça c'est un peu, c'est pas vraiment le caractère de ce personnage, donc on modifie. Et là en fait pour chaque scène, on a 10 à 15 versions dans lesquelles on fait des allers-retours. Donc on fait des séances d'écriture, on est avec les experts et nous-mêmes, et du coup on fait des allers-retours, on questionne l'algorithme, on lui dit trouve-moi une alternative pour ce mot-là. Et en fait, la règle qu'on se met, c'est qu'aucun mot de la pièce ne doit être écrit par un humain. Mais par contre, l'humain est vraiment au centre de toutes les décisions. Donc, par exemple, si un mot ne nous plaît pas, on dit bah voilà, propose-moi des alternatives, ou alors pour ce bloc, propose-moi une autre manière dont ça pourrait se passer. Donc, c'est toujours des choses qui sont amenées par les algorithmes, mais qui sont jugées par nous. Et en fait, ça permet de rentrer à une maille très fine et de vraiment. Enfin, on met beaucoup de choses de nous-mêmes. Par exemple, on lui dit. Je sais pas, il y a un truc sur les. À un moment, un des personnages, c'est un coiffeur. Donc on dit, bah, en fait, inspire-toi de tels dictionnaires des coiffeurs de l'époque qui ont un espèce de jargon qu'on veut voir apparaître ici. Et ça, c'est un choix purement humain de dire, bah, en fait, j'ai envie que à ce moment-là, il y ait des blagues là-dessus. Donc je vais nourrir l'algorithme avec ça. Donc en fait, à toutes les mailles, en fonction de comment on nourrit l'algorithme et les questions qu'on lui pose, ça va influer sur le résultat. Par contre, il n'y a aucun mot qui est écrit par un humain. Et après, une fois que ça s'est généré, il y a des comités aussi de relecture, donc qui vont vérifier la grammaire si elle est bien propre au XVIIe siècle, qui vont vérifier le rythme et les tournures de phrases. Donc voilà, il y a un comité littéraire en fait qui valide ensuite à la fin. Avec plaisir. Bonjour. Je me posais la question dans le cadre du concert là, dont vous parliez, de générer des images instantanées sur demande. Est-ce que ça rentre pas au détriment des créatrices vidéo, par exemple, qui auraient pu être embauchées pour faire ce boulot-là, ou qui auraient peut-être, en fonction du morceau qui est chanté, faire une collaboration, du coup donner du travail à tout plein d'autres personnes qui auraient créé et généré eux-mêmes une image à partir de la chanson et qui pourraient le projeter effectivement derrière le DJ. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce que ça génère comme manque à gagner d'une certaine façon pour des équipes entières de techniques qui du coup ne sont pas mises à contribution de quelque chose que l'on génère par l'IA? Très intéressant comme question parce qu'elle est généralisable à tout ce qu'on fait en fait. C'est une question sur l'impact de l'IA dans les métiers. Donc ce truc-là, il existe effectivement ici, mais il existe. C'est les mêmes questions qu'on nous posait pour la création artistique. Est-ce que voilà, les artistes se font remplacer par ce genre de technologie? Pour nous, c'est déjà c'est un nouvel arc, donc c'est pas quelque chose qui va remplacer, c'est une nouvelle proposition. Je pense pas que les artistes vont arrêter de travailler avec des vidéastes et des gens qui vont générer des visuels, parce que s'ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent voir ou s'ils veulent le style de telle ou telle personne, ils vont clairement bosser avec ces gens-là plutôt que de faire des créations avec de l'IA. Donc ça, déjà, c'est un peu une nouvelle proposition qui peut émerger. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que c'est pas voilà, on sait pas, on arrive, on branche le truc et ça marche. Il y a énormément de développement technique derrière. Il y a le développement d'un style visuel avec l'artiste, puisque en fait on va surentraîner l'algorithme dans le style de l'artiste. Donc il y a aussi une partie créative dans laquelle il y a des créatifs en fait qui vont créer cet algorithme qui va générer pour ce concert. Donc en fait, c'est des créatifs qui vont bosser avec différents outils, puisque eux, ils vont bosser avec des algorithmes de génération d'images et avec un côté plus technique, alors que d'autres bossaient avec des modèles de 3D, des modèles avec Premiere, avec filmé, vidéo. Donc voilà, donc c'est juste pour moi, c'est une nouvelle manière de créer qui va certes venir un peu en concurrence de la manière traditionnelle, on va dire, de créer, mais qui va faire travailler d'autres gens, ou alors les mêmes gens qui auront décidé de s'intéresser à ces outils et de commencer à travailler avec ça, quoi. Je me permets de compléter aussi cette réponse sur le fait qu'il y a vraiment des enjeux aujourd'hui très fondamentaux sur aussi comment sont entraînés ces modèles. Alors, je ne parle pas du tout de Obvious pour le coup, qui est plutôt sur la création de son propre dataset. Mais à partir du moment où vous utilisez aussi des outils comme Midjourney, Sora, typiquement, puisque là c'est la grande actualité, il y a la question de d'où viennent ces données.
Et évidemment que la question du droit d'auteur, elle est essentielle aujourd'hui, parce qu'on sait, parce que ça a été explicitement dit par les propriétaires de ces grands modèles, qu'il y a eu un vol massif de ces données, en fait, un vol massif du son, des textes, de la vidéo, et que ça pose un fondement, à mon avis, un questionnement fondamental qui devrait être quelle est la place de l'IA dans la société et comment on la met au centre d'un débat démocratique. Alors c'est peut-être un peu des mots pompeux, mais moi je trouve à titre personnel qu'il n'y a pas vraiment de débat autour de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a tout un narratif autour de l'innovation, la course continuelle autour de l'innovation, mais les externalités, les enjeux qu'il peut y avoir autour, en fait, il y en a assez peu. Et pour le coup, ça répond concrètement à votre question de dire, est-ce que ça détruit concrètement, est-ce que ça détruit l'emploi ? Oui, je crois, très sincèrement, et c'est un vrai problématique qui devrait être discuté plus généralement au-delà de la question de l'innovation. Et un bon exemple de ça, c'est Suno aussi dans la musique. Il y a beaucoup de modèles, en fait, les modèles qui ont besoin les modèles très performants aujourd'hui, ils ont forcément besoin d'énormément de données pour être entraînés. Et en fait, aujourd'hui, c'est impossible d'avoir accès à ces données de manière éthique et légale, en fait. Donc, tous les modèles qui sont très impressionnants qu'on voit aujourd'hui, c'est forcément des modèles qui ont pillé des données à un moment ou à un autre, quoi. Donc il y a un peu ce truc-là de est-ce que, c'est le truc de la science et de la conscience, est-ce qu'on veut l'innovation technologique à tout prix ou alors est-ce qu'on veut mettre une barrière et se dire en fait moi je m'en fiche que ce soit qu'on ait accès à ces nouvelles technologies. Ce que je veux, c'est qu'on fasse ça bien et qu'on respecte les gens. Le système aujourd'hui capitaliste et tout, il montre un peu que souvent c'est la première option qui marche et que voilà, on va pas vraiment chercher à bien faire les choses, on va les faire et ensuite on se pose les questions. Mais une fois qu'on se pose les questions, les modèles ils existent déjà, les gens se sont déjà fait piller et c'est trop tard, quoi. Et vu que ça rapporte de l'argent, souvent ça reste bien en place, quoi. Donc c'est un problème un peu encore plus profond que celui d'une nouvelle technologie qui émerge, c'est celui de tout notre système. En fait, il est bâti comme ça sur en fait ce qui rapporte de l'argent. Forcément, c'est ce qui va être priorisé. Et du coup, malheureusement, ça va pas forcément être les artistes qui se font piller les données, quoi. Après, juste un tout petit dernier mot. Je constate quand même aujourd'hui qu'il y a peut-être un mélange, en tout cas de la part du grand public, je ne sais pas comment le qualifier, mais de la part du non-initié, on va dire, sur la confusion entre peut-être des personnes qui utiliseraient sans véritable acte artistique et puis des artistes qui sont plutôt à la marge, justement, qui vont créer leur propre dataset, créer un narratif spécifique, etc. Et qui sont justement dans le questionnement, comme l'est Obvious, à la fois peut-être presque de mise en abîme de tous ces enjeux. Et je trouve qu'il ne faudrait pas taper là où les artistes, des fois, on a tendance à leur taper dessus parce qu'ils utilisent l'IA, alors que souvent ils ont un métadiscours dessus, un discours plutôt technocritique, et en plus alternatif dans la façon de procéder techniquement. Et voilà, en tout cas, moi je pousse vraiment à défendre aussi la vision artistique parce qu'elle est nécessaire là où les big tech ont tendance à nous amener dans un discours, encore une fois, très productiviste, sans vergogne d'ailleurs sur les enjeux qu'on a évoqués. Les artistes sont plutôt à la marge, quoi. Est-ce que vous avez une autre question ? Juste rebondir, je sais pas s'il y a bien le micro, rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Moi, les questionnements aussi, c'est ce que je vais appeler la consanguinité de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, elle n'est pas là depuis très longtemps, donc elle se sert beaucoup de choses qu'on a produites en tant que photo, en tant que texte, en tant que truc comme ça. Dans les années qui viennent, qu'est-ce qui va se passer quand elle va se nourrir que de ce qu'elle a produit elle-même, de ce qu'elle a... la consanguinité, ça amène jamais rien de bon. Et c'est un questionnement, moi, qui m'a, depuis 3-4 ans, c'est vraiment les premières choses qui me sont venues en tête, quoi. C'est une très bonne remarque et qui a souvent aussi, c'est que en effet la part de données qui est générée par l'humain versus par l'intelligence artificielle, elle a tendance à rétrécir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des chances pour que les modèles soient de plus en plus entraînés sur leurs propres données et qu'on tourne en rond et qu'on arrive vers un espèce de truc très lissé et qui répond, très optimisé, mais du coup qui est pas très nouveau. Il y a un peu deux écoles. Nous on croit que vu qu'on considère l'IA comme un outil, on pense que
l'humain arrivera toujours à ramener sa propre créativité là-dedans pour faire sortir la machine de son truc. Donc typiquement en la faisant bugger, en entraînant des nouveaux modèles, en changeant des paramètres, en utilisant des nouvelles données qui n'ont pas été utilisées. Voilà, on pense qu'il y a tout un terrain pour la créativité humaine pour s'exprimer qui va permettre de faire ça. Et après, pour moi, il y a aussi un intérêt aussi artistique, mais bon, ça c'est un peu bizarre, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne à la fin si on faisait tourner le tout en rond pour arriver à un seul résultat, à quoi ça ressemblerait, quoi. Et après, pour terminer, je dirais que c'est un sujet qui se limite pas seulement aux algorithmes de génération d'images desquels on parle ici, mais c'est encore plus large, puisque par exemple, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on voit sur les réseaux, donc sur tout ce qui est Twitter, tout ça, la plupart des messages, dans 4-5 ans, ce sera des messages générés. Donc ce sera des bots qui parlent, qui postent des tweets, qui réagissent à des tweets, qui parlent entre eux. Et en fait, il y a une espèce de théorie de l'effondrement d'Internet, et qui dit que en fait, ce sera un endroit qu'on va laisser aux IA, où donc ça va être des bots qui parlent entre eux, et nous on va un peu sortir de ça pour se raccrocher à des trucs plus réels, et en fait ce sera un espèce d'espace dans lequel les bots interagissent en essayant de maximiser à chaque fois le nombre de vues qu'ils ont, le nombre de trucs, et que potentiellement on va perdre aussi l'intérêt pour cet espace numérique. Donc voilà, il y a un peu ça amène des grosses questions, et c'est des questions qui sont vraiment intéressantes, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment central dans notre vie, et si c'est pollué d'une certaine manière, c'est potentiellement un truc dont on va se détacher. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci pour votre attention. Merci Gauthier. Et merci à toi. À très vite. Merci à vous. Merci beaucoup.